30e jour de cette nouvelle année. Madame, Monsieur, bonjour. Aujourd'hui, jeudi, nous sommes encore là. Aujourd'hui encore, pour vous occuper en ce matin, vous réveiller tout doucement, on l'espère, et bien sûr, décortiquer les différentes informations que l'on a pour vous. Bonjour Marco. Bonjour ma très chère Alix, c'est Dieu qui nous bénit jour et nuit. C'est pas facile, mesdames et messieurs, mais c'est très intéressant, très important pour vous. Au nom du respect que nous vous devons et surtout pour la fidélité que vous accrochez à ce rendez-vous matinal. Bienvenue, c'est Matin Bonheur, avec à l'écriture technique, Madame Christelle Akoussa et toute son équipe et toutes les équipes de la RTI. On est très heureux de savoir que vous avez choisi de vous réveiller à nos côtés. Au menu aujourd'hui, Alix, qu'est-ce qu'on a ? Au menu en thématique, vous savez que c'est jeudi, on parlera de santé. On vous incite à chaque fois de vous adonner au sport. Mais aujourd'hui, on verra les bienfaits du sport sur la santé, justement. Et c'est pas tout. Aujourd'hui, également, on aura le développement durable avec Cédric Lombardo. On va se faire un petit point de tout ce qui a rythmé l'année 2018 et puis les projections pour 2019. Cédric Lombardo est depuis, tenez-vous bien, 2008, donc à Matin Bonheur. Wow. Ça fait maintenant 10 ans qu'il est avec nous pour parler de développement durable. C'est une personne donc adéquate, idoine pour nous parler de tout cela. Et puis, dans ce rendez-vous également, nous allons parler entrepreneuriat avec un jeune pétri de talent qui a décidé donc d'entreprendre dans le volet de l'agriculture. Il viendra nous parler de sa passion, de ses freins, de ses peurs, de ce qui le freine et puis de ce dont il a besoin pour vraiment s'épanouir. Et puis, pourquoi pas, des conseils qu'il peut éventuellement donner aux jeunes. Exactement, et ce, dans la rubrique entrepreneuriat. On aura également à recevoir avec beaucoup de plaisir nos partenaires de toujours, Anaged. Monsieur Akishi Roger sera avec nous pour toujours développer quant au nouveau mode de gestion des ordures sur le territoire. Voilà. On vous souhaite une journée en couleur, de belles couleurs, comme la tenue de ma ravissante voisine. Vous êtes très en couleur. Merci. Bien, vous êtes stylé, ça me plaît ça. Ah ben, je fais comme vous. Non, moi je suis une vieille relique, mais vous êtes la jeunesse triomphante de la RTI, l'avenir, tout ça. Et vraiment, on compte sur vous pour vraiment... nous, bientôt, on va aller à la retraite. Mais... Non, mais voilà, je ne pense pas que ce soit maintenant. Non, mais franchement, aller à la retraite, ça peut être anticipé. Hein, qu'est-ce que vous savez? Non, il faut rester encore. Vous avez tant de choses encore à nous, faire bénéficier. On est chez nous, on est chez nous. Toujours honorer la radiodiffusion, télévision ivoirienne qui nous fait, et vraiment grâce à qui on arrive à s'épanouir vraiment à l'antenne. Le 3 janvier, c'est aujourd'hui, nous fêtons les Saintes Geneviève. C'est ça, Geneviève, Ginette, Gordius, Gina et Genevièvre. Voilà, avec un VRE, Vièvre. Voilà. Un coucou à Madame Geneviève Wané, oui, grande dame de la télévision. Geneviève Tegbo-Wané qui nous a donné la chance de faire la télévision à travers la météo. Il y a, tenez-vous bien, 19 ans maintenant. Ça ne nous rajeunit pas. Ça a longtemps, un peu. Gros bisou à cette dame qui s'est retirée après sa retraite en France. Grande artiste dans l'âme. On aimerait la saluer très respectueusement ce matin et faire un coucou à toutes celles avec qui on a commencé. Mariam Touré, Christelle Dagnogo. Merci beaucoup à vous également. On vous aime, on vous embrasse. Et aujourd'hui, anniversaire, on a le 3 janvier 1956, un acteur australien très très connu du nom de... Mel Gibson, acteur australien. On l'a en tout cas bien connu en tant que réalisateur de ce célèbre film, La Passion du Christ. Voilà, voilà Mel Gibson ici. Mel Gibson, acteur et réalisateur aussi. Producteur également. Producteur. Et puis il y a Angelo Parisi, judoka français. Voilà, il a le même talent que moi en judo. On est pratiquement les mêmes en judo. Voilà. Je suis très fort en judo, surtout dans les gradins quand je regarde le match tranquillement. Et comme dans les gradins aussi, on va se caler et regarder le match entre guillemets du Flash. Premier set avec Régis Kofi, c'est parti. Actualité nationale. Le président de la République de Côte d'Ivoire veut booster le prix du cacao. Alassane Ouattara assure également être à pied d'œuvre pour faciliter l'accès des entreprises ivoiriennes au marché africain. Le chef de l'État l'a fait savoir lors de son message de Nouvel An le 31 décembre dernier. Jean-Jacques Kwame. 750 francs CFA le kilogramme de cacao pour la campagne 2018-2019 contre 700 francs CFA la précédente saison. Une légère hausse, mais loin de satisfaire les attentes des producteurs, principales victimes de la chute brutale des cours mondiaux de leur brun ces 2 dernières années.
Une situation aux lourdes conséquences budgétaires sur les économies de la Côte d'Ivoire et du Ghana, deux pays qui représentent 60% de l'offre mondiale. J'ai une pensée particulière pour nos parents paysans qui contribuent énormément à la richesse de notre pays et qui ont vu leurs revenus diminuer considérablement en raison de la chute brutale des cours mondiaux du cacao et du café. Je veux les assurer que nous continuerons à veiller à leur offrir le maximum possible pour leur bien-être. C'est le sens de notre coopération avec le Ghana, deuxième producteur mondial du cacao après la Côte d'Ivoire, en vue de maintenir les cours à un niveau convenable pour nos paysans. C'est le sens de la déclaration signée à Abidjan le 26 mars 2018 par les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo. Déclaration indiquant les actions à mener par les deux pays pour venir à bout des fluctuations du marché international. Autre combat mené par la Côte d'Ivoire sur la scène africaine, celui de l'accroissement du commerce intra-africain. Il n'y pèse seulement que 15% malgré les différentes opportunités. Pour relever ce faible taux, la Côte d'Ivoire a adhéré à l'accord de libre-échange signé en mars 2018 à Kigali, au Rwanda. Au plan continental, nous avons ratifié récemment l'accord sur la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECA, qui permettra notamment aux entreprises ivoiriennes de bénéficier de l'accès au marché de l'ensemble du continent africain, qui compte 1,2 milliard de consommateurs. S'il entre en vigueur, l'accord de libre-échange continental va booster à 52% les échanges commerciaux intra-africains à l'orée 2022. Après les fêtes, la reprise des activités, une reprise assez timide pour l'heure. Grace Kando nous en parle. Mercredi 2 janvier, nous sommes au lendemain de la fête du Nouvel An. Commune du Plateau, il est un peu plus de 8 heures. Salle d'accueil de l'IPS Ségraeux, Komandio dit être venu exprimer une préoccupation. Je suis venu pour une réclamation. Il y a ma belle-mère qui perçoit la pension de son mari défunt. Il a deux pensions. Il y a une pension civile et une pension militaire. Bon, la pension civile est passée pour le mois de novembre puis décembre. Mais la pension militaire n'est pas passée. On m'a bien accueilli ici pour ce problème-là. Il est en train de faire des recherches à l'écran. Tout comme Komandio, Bruno est lui aussi dans cette agence. Je réside à Grand Laou. C'est un ami qui m'a appelé pour me dire qu'actuellement, il y a l'enrôlement au niveau de la Ségraïe. Je suis venu, la jeune fille m'a demandé, je lui ai remis. Il dit en moins de 15 minutes, j'étais satisfait. Et je retourne comme ça. Donc vraiment, tout s'est bien passé. Au niveau de la reprise, c'est les activités courantes déjà. Donc la prise en compte des différentes préoccupations portant sur les réclamations, sur le paiement, sur le dépôt des dossiers de retraite ou bien des ayants droit, mais également trouver une solution à toutes les personnes qui, pour des raisons X ou Y, n'ont pas pu toucher leurs fonds avant les fêtes et qui souhaitent percevoir leur argent. Décor similaire ici à la Direction générale du Trésor. Les agents sont en place et vaquent à leurs activités. Si au niveau de l'administration publique, les agents sont au travail, ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs d'activité. La reprise reste timide dans les domaines du transport et du commerce. Habituellement, on reçoit les clients même avant 8 heures. Tu trouves le client t'attend devant la porte. Mais comme après les fêtes, on est là d'abord, il n'y a rien. On constate qu'après les fêtes, vraiment la reprise est un peu morose. Mais avec la confiance, la fatigue, ils vont reprendre juste petit à petit. Habituellement, j'ai fait 3 tours. À l'heure comme ça, j'ai fait 3 tours. Mais aujourd'hui, c'est un tour qui est fait. Ça ne marche pas. Une reprise difficile aussi dans les ménages. Chez la famille Mambo, la servante a brillé par son absence ce deuxième jour de l'an. Je suis obligée d'appeler mon employeur pour lui dire que vraiment j'étais serrée. Donc ce matin, moi-même, j'ai fait le ménage, j'ai fait la cuisine. Après ça, bon, j'ai fait la vaisselle, la lessive, j'ai nettoyé la maison.
Ils sont en tâche de la ménagère, mais comme elle n'est pas là, au moment où il est obligé de le faire pour faire plaisir à la famille, pour que tout le monde soit content. Comme on le voit, les lendemains de fêtes de fin d'année, la reprise est timide pour le secteur libéral. Certainement que commerce, transport et autres activités retrouveront leur ambiance habituelle les prochains jours. Les fêtes de fin d'année n'ont pas été que des moments de joie pour tous. Certains ont connu des retournements de situation. Des personnes qui attendaient leur conjoint ou conjointe pour célébrer le Nouvel An se sont retrouvées seules et déçues. Le commentaire de Konaté Ngana. Assis seul sur une table, Guillaume cherche à joindre sa petite amie. Au bout d'une trentaine de secondes d'insistance, la déception est perceptible. Je cherche à appeler ma chérie. Donc depuis là, je l'appelle, son téléphone ne passe pas. Franchement, ça me prend la tête. Je ne sais même pas ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui arrive à Guillaume, nous parcourons quelques rues de la cité des Antilopes. En ce 31 décembre, on n'aura aucune difficulté à retrouver les hommes dont les rendez-vous n'ont pas été respectés par les jeunes filles. Vraiment, je suis choqué. Ils ont pris l'argent et moi, je m'ai fait mettre, je suis sorti. À ma grande surprise, je les appelle, le portable est fermé. Moi, ça m'est arrivé par exemple ce soir. À la primonière, elle a appelé, ça n'a pas passé. Et ça, c'est normal. Et t'aimes pas prendre ton air, pourquoi? Ça, c'est pas normal. Nous sommes là, la majorité de nous, on a été plaqués. Hein? On a été plaqués par les jeunes filles. Donc on va faire comment? C'est la vie. Mais j'attends qu'elle m'appelle demain pour qu'elle puisse donner la réponse qu'elle souhaite. Accusées par les hommes de ne pas honorer les rendez-vous au cours de cette soirée, certaines jeunes filles ne manquent pas d'arguments pour se défendre. Est-ce que l'ambulance est forcée? C'est pas forcé, tiens. C'est pas forcé. Tu dis que le damage forcément il t'aime pas. Je suis avec ton chéri, mais ton chéri n'a pas les moyens. Et puis tu as ton pointeur qui est à côté, qui a beaucoup de moyens, beaucoup plus de moyens que ton chéri. Donc tu peux décider de te servir en quelque sorte de ton pointeur. Voilà, il t'habite, tu lui dis par exemple que tu as besoin de 50 000 francs. Il te donne les 50 000 francs et puis le jour même prévu pour le rendez-vous, tu fermes ton téléphone. Contrairement à Enza Fofana et à Guillaume qui se sont fait doubler par leur petite amie, d'autres ont su préparer cette soirée du 31 décembre et en ont profité au maximum en compagnie de leur petite amie. 235 nouveaux soldats pour la protection de la forêt ivoirienne. Ils sont issus de la 25e promotion des agents techniques des eaux et forêts. La cérémonie de présentation au drapeau marquant la fin de la formation a eu lieu vendredi. La formation, oui, a eu lieu vendredi dernier à l'école de faune et des aires protégées de Boisflé. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30. Non, Régis, franchement, ce reportage à Daloa, il faut qu'on retourne à Daloa, on ne va pas lâcher l'affaire. Mais vous, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Vous n'avez pas tapé de poteau? Non. Jamais poteau. Tout le monde a répondu présent. On ne dit pas. Non, non, jamais poteau. Jamais poteau. Et vous, il y a plusieurs sortes. C'est que, non, non, en fait, moi, je suis marié. Donc, nous aussi. Je ne peux jamais taper poteau. En fait, il y a plusieurs sortes de poteaux. Il y a plusieurs sortes de poteaux. La balle peut taper le poteau, aller on connaît, ou taper le poteau et rentrer dans les buts. Donc, il y a poteau entrant et poteau sortant. Ça, ce sera le thème de notre débat. Merci, Régis. Merci, Régis. Celui qui vous a fait le fourri, c'est qui? Non, ce sont les couples à la dernière minute. Voilà, la fin, là. Ceux qui n'ont pas été doublés, mais bon, ils manifestaient aussi leur joie, leur amour. Mais pourquoi on a flouté les dames et puis on a laissé les hommes s'exprimer en plus? Franchement, ils sont courageux, hein. Venir témoigner comme ça de leur mésaventures. C'est courageux, en tout cas. Venir parler de son poteau à l'antenne devant 22 millions de personnes. Vraiment, courage, les gars, ça va aller. Faites attention la prochaine fois. Buvons un peu d'eau et puis bon, oublions ça. Il y en a un qui parlait au pluriel. Je leur ai donné l'argent. Tu vois, ils étaient plusieurs. Et aucun, les chevaux ne sont pas entrés en ordre. C'est une équipe bien. Tout compte fait, janvier est là avec les loyers, l'eau à payer, l'électricité. Avec tout un ça. goumet. Avec un goumet dessus. Ouh là là, c'est pas facile. Là. Voilà, mais nous, nos goumets in work, in business, on est là pour vous. Nous, on n'a pas de goumet, on a un petit non, goumet. du tout. Toujours la joie, toujours l'amour partagé. Un petit goumet, on a été tellement gouminisés qu'on est anti maintenant. On a l'antidote, hein, venez, on va vous donner l'antidote. Soit dit, maintenant, on va vous permettre de faire du sport. Ça va permettre aussi à certains de laisser passer ce qui doit passer. Voilà,
Il dit la gouménistine. Voilà, le sport c'est important. Ça va vous dégager l'esprit et puis vous projeter sur l'avenir. Et puis en tout cas vous donner des astuces pour ne plus tomber dans ce genre de piège. Et alléger le poteau. Va réduire le poteau en tout cas. Va réduire le poteau. Maracana, petit poteau. Cardio, abdominaux, vous voyez, c'est du sport. On y va, fitness. Bon matin chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une petite séance avec 2 exercices, que 2 exercices pour votre cardio et vos abdos. J'espère que vous êtes de bons pieds. On va commencer. On va toujours faire 12 répétitions par exercice. Donc le premier exercice où on va ensemble, c'est les burpees. On va mettre les mains au sol, une jambe en arrière, la deuxième, on va se redresser et tendre les bras. Ça va nous servir d'échauffement en même temps. Allez, go. 1, on se redresse, on tend les bras. 2, si vous avez du mal à descendre, vous pouvez faire vos burpees sur un élément un peu surlevé, comme le rebord d'un lit, une chaise, tout ce qui est moins proche du sol. 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas que vous pouvez aller à votre rythme. 9, 10. Dernier. Parfait, on va aller sur le tapis. On va poser les coudes au sol. On va faire comme si on pédalait un vélo. Donc j'ai les coudes au sol, je tends une jambe et j'alterne. Donc je rapproche toujours le genou de ma poitrine et je change à chaque fois. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À faire 3 fois. Donc il reste encore 2 fois. On va remettre les mains au sol et recommencer le premier exercice. Go. On tend les bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, encore 6, 7, allez, courage, 8, 9, 10, encore 2 répétitions, 11, dernier. Parfait, on repart au sol une deuxième fois. On va poser les coudes au sol. Pareil que la première fois, on va juste changer le mouvement des jambes. On va tendre les jambes vers le haut et faire de petits battements. Allez, 1, 2, 3, on descend un peu, 4, 5, vous allez sentir la tension dans le ventre, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Allez, encore une petite dose d'énergie qui vous reste pour faire la dernière série. 5, 4, 3, 2, on attaque la dernière série. Toujours 12 répétitions, allez go. Toujours le même exercice. On se redresse, courage, c'est presque fini. Ne m'abandonnez pas. 2, 3, 4, 5. À un moment donné, c'est votre mental qui va parler. 6, allez, courage. 7, 8, c'est bientôt fini. 9, 10. Dernière série d'exercices. On pose les coudes au sol. Toujours. On va pédaler à gauche et à droite. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On envoie le genou à gauche. On pédale 1, 2, 3, 4, 5, 6. On change de côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au milieu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super. Petite séance terminée. Vous êtes parés pour le matin. Vous êtes prêts à commencer la journée.
Et je suis fier de toujours vous dispenser ces cours-là le matin. Et j'espère qu'ils vous aident, qu'ils vous sont bénéfiques. Prenez soin de vous et à très bientôt. Je passe l'antenne à Marco et Alix. Peace. On récupère l'antenne, on récupère, regardez, on récupère l'antenne comme ça va s'arrêter. Tac, tac. Allez, Matin Bonheur continue avec maintenant les principales pulsions sur les routes, sur l'asphalte, pendant qu'il est 6h15 seulement. J'espère que vous êtes bien réveillés. En tout cas, merci au passage de choisir Matin Bonheur et RT1 pour vous réveiller. Première route, on y va. Allez, première route, c'est Marcory, avec le drapeau rouge qui nous montre qu'il y a le vent, souffle dans une direction. Donc, personne n'est encore réveillé. Oh, nous sommes là. Oh, on est là. Réveillez-vous, c'est Matin Bonheur. Et sur la voie également, pas grande affluence. Après la fête, vraiment... Inexistant pratiquement. Après la fête, il y a la défaite. Ouais, un véhicule. OK. Quelques véhicules. 2 véhicules. Voilà. Le pont de Gaulle, on regarde-vous. Qu'est-ce que ça donne? Oui, là, ça a bien commencé. Les bus. Les lève-tôt comme nous sont déjà dans la ville et arpentent ce pont de Gaulle. Là. Les salades d'eau douce, là, ont commencé à fuir parce qu'on est dans une autre année. Rendez-vous avec les salades d'eau douce en décembre 2019. Adieu. Il nous reste 363 jours exactement. Exactement. Et encore quelques émissions, parce que nous en sommes à la 43e émission aujourd'hui. Nous sommes à la moitié de la saison. Donc, c'est dit qu'il y a un beau parcours de fait quand même, grâce à vous, grâce à votre soutien. Et ça roule comme les émissions de Matin Bonheur sur le boulevard Lagunaire. Ça se passe bien. Attention aux éléments de visibilité. Soit dit en passant, l'harmattan fait des dégâts. Hein. Beaucoup d'enfants qui ont la grippe, qui ont des problèmes de bronchite, tout ça. Dans les hôpitaux, il faut se couvrir, masser le dos, la plante des pieds des enfants, surtout quand ils sont asthmatiques, et puis dormir avec des chaussettes, en tout cas tout faire, nettoyer les climatiseurs, parce que ça encasse beaucoup de poussière. Bon voilà, je dis ça, je dis rien. On parle en connaissance de cause. Hein. Vous dites tout, c'est très important. Le palu aux portes, hein. On est bien placé pour vous le dire. Voilà, là c'est le boulevard Latry. Latry. Même tableau pratiquement que sur les autres voies, donc c'est le matin, très jeune. Le matin très jeune. Et voilà, faites attention pour ceux qui prendront la route maintenant. Prudence, toujours. Alors, Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de personnes vraiment adéquates. La force, on espère, de cette émission, on le dit sans prétention, c'est d'avoir des invités qui touchent à tous les secteurs. Aujourd'hui, nous sommes avec un entrepreneur rempli de promesses, de détermination et d'abnégation. Il s'appelle Tano Begré. Bienvenue. Sa passion, c'est la production biologique, l'entrepreneuriat agricole. Et quand on l'a comme ça, il parle, il respire agriculture, il respire tout ce qui est biologie. Et c'est un bonheur de l'avoir. Bienvenue, Begré, bienvenue sur ce plateau. Merci. Bonne année à vous. À vous aussi, Masla. Bonne année, bonjour. Première question, vous êtes directeur général d'une structure de production générationnelle spécialisée dans la production biologique. Question facile, je sais. Qu'est-ce que ça dit? Nous sommes partis d'un constat concret en matière de production agricole. Aujourd'hui, avec le développement des technologies, il est quand même important d'améliorer la production pour la santé de nos populations. C'est ce qui nous a amené à nous spécialiser dans la production biologique des aliments à consommation, tant au niveau des animaux qu'au niveau des légumes. Concrètement? Concrètement, nous faisons par exemple au niveau des poulets, nous avons décidé de faire la production de l'aviculture traditionnelle, ce que nous appelons poulet africain. Nous avons décidé de pouvoir développer cette activité. Excusez-moi, pourquoi on dit poulet africain? Un poulet, c'est pas un poulet? Non. La notion de poulet africain est liée à la génétique. Parce que le poulet africain, en termes d'éléments génétiques, c'est des animaux qui ont une croissance très lente. Par contre, ce que nous appelons les poulets de chair, c'est des animaux qui ont connu une mutation génétique qui permet la croissance rapide de ces animaux. Cela s'explique par le fait qu'à un moment donné, dans l'évolution du monde, la population avait besoin de quoi manger. Il fallait que les chercheurs trouvent des mécanismes qui permettent une production animale qui puisse répondre aux besoins de la population. C'est ce qui a favorisé le développement des poulets de chair, des poulets de pondeuses, qui sont des animaux améliorés en termes de niveau de productivité. Par exemple, il y a des pondeuses une pondeuse peut vous produire, par exemple, 240 à 500 œufs par an. Par contre, le poulet africain, en termes de rusticité, elle est bonne. Mais la croissance de la chair est très lente.
D'accord. Et pour le poulet, vous avez parlé de génétiquement modifié et autres. Oui. Sur la santé, ça ne cause rien? Non, ça ne pose pas de problème. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez utiliser les poulets, les poussins chers, qui sont des animaux dont la génétique a eu des mutations, pour produire des animaux bio. C'est l'utilisation, par exemple, des antibiotiques que nous essayons de réduire dans la production. Parce qu'il faut dire que depuis la découverte des antibiotiques des années 1930 jusqu'à aujourd'hui, la mauvaise utilisation des antibiotiques dans la production animale a un impact sur la santé humaine. Parce que nous avons les mêmes molécules au niveau des animaux que les hommes. Mais si des animaux qui sont nourris à partir des antibiotiques, que ces animaux, le délai d'attente n'est pas respecté, que nous consommons, pendant qu'ils ne sont pas malades, déjà nous avons des dépôts de produits d'antibiotiques dans nos corps. Ce qui fait qu'à un moment donné, lorsque nous prenons ces antibiotiques, il y a ce que nous appelons la réfaction qui fait que ces antibiotiques ne vont pas agir. Donc nous encourageons par exemple aujourd'hui la production dans la réduction des antibiotiques. Ça, c'est un vrai débat. Hein. Mais dites-nous, quel est le plateau technique en Côte d'Ivoire pour tout ce qui est production biologique? L'état des lieux? L'état des lieux, au niveau de la production biologique, je viens de le dire, la semaine passée, nous, en tant que producteurs, nous avons réfléchi pour mettre en place le premier réseau de la production biologique en Côte d'Ivoire, que nous avons appelé le RENA Bio. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de charte de production biologique. Parce que lorsque nous parlons de production biologique, il ne s'agit pas seulement d'aller prendre des semences villageoises pour dire que nous faisons la production biologique. L'eau que nous utilisons pour l'arrosage de nos plants, moi, je peux décider de faire une production biologique. Si mon voisin utilise les pesticides pour faire des traitements, avec les pesticides, il va s'en dire qu'à un moment donné, ces pesticides vont passer dans l'eau et que moi j'utilise pour faire mes traitements. Je ne fais pas de production biologique. Donc la production biologique prend en compte beaucoup d'aspects assez très importants. Le choix de la semence, la qualité du sol, la qualité des produits, la qualité de l'eau que nous utilisons. Donc nous sommes en train de réfléchir pour mettre en place une charte qui va stipuler qu'est-ce que nous appelons une production biologique en Côte d'Ivoire. Parce que nous voyons souvent des gens dire des productions bio, mais en réalité, ce n'est pas des productions bio. Parce que lorsque nous regardons à Abidjan, ceux qui produisent la tomate, les laitiers qui utilisent l'eau de la lagune, ces eaux qui sont les déchets des usines, nous disons que ce n'est pas la production biologique. Parce que dans ces eaux, nous avons par exemple des résidus de plomb qui ne sont pas bons pour la santé. Donc aujourd'hui, en termes de production biologique en Côte d'Ivoire, il y a du travail à faire. Parce qu'il n'y a pas de charte. Le plomb dont vous parlez, là, statistiquement, est-ce qu'on peut avoir des chiffres de ce que ça donne, ce que ça fait sur la population, de façon concrète? Vous avez des chiffres? Non, je n'ai pas de chiffres techniques, mais le plomb, vous savez que c'est un atome dont la décomposition est difficile. Donc, si vous consommez des aliments, même s'il y a seulement que des traces, vous voyez que si cela se dépose au niveau de vos reins, c'est un problème. C'est un problème. Donc, il n'y a pas de charte de production biologique en Côte d'Ivoire. Et nous sommes en train de réfléchir là-dessus pour pouvoir produire une charte pour dire, si en Côte d'Ivoire, nous disons, monsieur Marcelin, vous êtes producteur de produits biologiques, voici les réglementations sur lesquelles il doit pouvoir marcher pour la production du produit. Voilà. On ne peut pas utiliser des semences OGM pour dire que nous faisons la production biologique, c'est contradictoire. Pour parler de production biologique, il faut utiliser des semences paysannes. Parce que c'est des semences qui n'ont pas été modifiées sur le plan génétique. Ça, c'est d'avoir un premier élément. On a la problématique également du chômage et de l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui, combien de jeunes ça donne à votre secteur? Et puis, est-ce qu'il est pourvoyeur? Peut-il accueillir encore d'autres jeunes? Le secteur agricole, les données statistiques de l'AGFOP, qui date de 2004, dit clairement que l'agriculture en Côte d'Ivoire, c'est 44% du secteur d'activité en termes de productivité. Oui, vous avez des statistiques, c'est très intéressant. 44% l'agriculture en termes d'activité en Côte d'Ivoire. Après l'agriculture, le deuxième secteur qui vient, c'est le secteur informel, qui est le plus élevé d'ailleurs, 45%. Et lorsque nous prenons l'agriculture traditionnelle, c'est autour de 16%. Ça, c'est les statistiques de 2015 des AGFOP. Pour dire que le secteur agricole est le moteur de notre économie. Parce qu'à elle seule, il fait déjà 22 à 25% du PIB. Mais la problématique qui se pose aujourd'hui, comment la Côte d'Ivoire, qui est un pays essentiellement basé son développement sur l'agriculture, va se retrouver avec un taux de chômage assez élevé de la jeunesse. Le milieu rural fait environ 53% de chômeurs. Lorsque nous lisons l'étude diagnostique produite par le CRD et l'AGFOP, avec le soutien de Master 4, la fondation Master 4, en 2015, conduit par le professeur-chercheur Lambert Kouakou, au niveau de l'UFR des sciences économiques et de gestion de l'Université d'Abidjan, nous nous rendons compte que la problématique de l'emploi a plusieurs responsabilités. Je m'explique. Aujourd'hui, M. Marcelin, vous êtes un élève. Vos parents vous font comprendre qu'il est important que vous, le matin,
vous allez à l'école, vous étudiez. Après l'étude, c'est le repos, l'étude. Moi, je suis, par exemple, à Bobo. Comme je le matin pour venir à l'école, c'est difficile. Les mercredis et les samedis, je vais faire du petit boulot qui me permet d'avoir du transport. Vous et moi, si nous finissons les études, nous n'aurons pas les mêmes réactions en matière d'aptitude en chaîne d'emploi. C'est clair. Parce que vous avez été confiné dans un système études-repos, études-repos. Vous n'avez pas appris à réfléchir. Mais moi, à Bobo, j'ai appris à me débrouiller pour avoir du transport pour venir à l'école. Quand j'ai fini les études, nous n'avons pas les mêmes aptitudes sur le marché de l'emploi. Vous, si vous n'êtes pas à avoir du travail, ça serait difficile. Mais moi, je peux me débrouiller pour avoir du travail. Donc, c'est-à-dire, dans la formation universitaire, il faudrait que nous permettions à nos étudiants, à nos élèves, en dehors de l'apprentissage académique, de se frotter à l'apprentissage de petits métiers. C'est très important. Si nous restons figés dans une carrière académique, il va se dire qu'après, nous allons avoir des difficultés pour pouvoir accéder au marché de l'emploi. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément que nous voulons faire ressortir, il est important que l'adéquation formation-emploi en termes de filières soit prise en compte. Parce qu'il y a des filières qui ne sont pas productives. Aujourd'hui, pour certains, la filière agricole, certes, elle est rentable, mais elle ne donne pas de la valeur en termes de tenue à la personne. Ça, c'est un problème. Elle n'est pas sexy. Elle n'est pas sexy. Comme disait le ministre Sarah l'année passée. On ne l'embellit pas aussi. Non, on n'a pas besoin de l'embellir. On n'a pas besoin de l'embellir. Il faut donner envie aux gens de venir à Non, mais c'est la manière l'agriculture. dont on en parle. Ouais. Agriculteurs, paysans, villageois, ça va avec has-been, ça va avec démodé. Pourtant, ça devrait être le contraire maintenant. On devrait lui donner une autre image. En réalité, ou du moins son image. Moi, j'ai aucun problème de me retrouver au plateau, en paire de bottes, dans un jean, un t-shirt. Ça ne me posera pas de problème. C'est un sujet très important. Merci beaucoup à vous, M. Tano Begré. Bienvenue, entrepreneur agricole et directeur général d'une structure de production qui donne l'exemple. On va le prendre encore quelques minutes après le journal parce que c'est très intéressant ce qu'il dit et on espère que cela va susciter des vocations. Oui. Il est 6 heures, passé de 27 minutes et maintenant nous allons aller dans le deuxième volet de l'information avec M. Régis Kofi. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette matinée, le temps restera calme et sec. Sur l'ensemble du pays, les vents secs et froids en début de matinée vont être atténués par le lever du soleil. Dans la moitié nord, le temps sera sec avec de nombreuses poussières en suspension dans l'air. Les vents dans les régions du sud forestier et celles du littoral seront humides avec parfois des vents du nord-est sensiblement, surtout vers la limite centre du pays. Des réductions de visibilité s'observeront dans ces régions. Les températures pour la matinée, on observera 25 degrés, comme maximale à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 22 degrés à Bondoukou, 24 degrés dans la ville de Boaké comme celle de Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 23 degrés à Gagnoa, à Korogo il fera 21 degrés, 20 degrés sont observés comme minimal à Mans, 21 degrés à Odiéné, à San Pedro comme Sassandra ainsi qu'à Tabou il fera 25 degrés, 24 degrés à Yamoussoukro. Pour l'après-midi, les vents secs chargés de particules de poussière continueront jusqu'à la limite centre du pays. Les vents de mousson et d'harmattan oscilleront dans le sud forestier du pays. Le ciel sera variable, souvent chargé avec quelques nuages pouvant laisser de fines averses par endroits sur le littoral. Le soleil sera légèrement masqué par des particules de poussière en suspension dans l'air. Les températures pour l'après-midi, à Abidjan ainsi qu'à Diaké, on notera 30 degrés, ce sera la minimale. 35 degrés à Bondoukou. Dans les villes de Boaké, d'Aloa et d'Ambokro, il fera 34 degrés. À Gagnoa, 33 degrés. 35 degrés à Korogo. 31 degrés à Mans. 35 degrés à Odiéné. À San Pedro, il fera 31 degrés. Sassandra, Tabou, 30 degrés. À Yamoussoukro, il fera 33 degrés. Très bonne journée à toutes et à tous.
Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre dans l'actualité africaine. 37 morts, dont 3 femmes et des enfants. C'est le bilan officiel d'une tuerie qui a eu lieu mardi dans le village de Kologon, dans le centre du Mali. D'après un communiqué officiel du gouvernement publié dans la soirée, des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels d'Ozo ont mené cette attaque. À Madagascar, une manifestation a été organisée à Antananarive, la capitale malgache, pour contester les résultats de l'élection présidentielle proclamée par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. La manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogènes. L'Union africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe jugent le scrutin en République démocratique du Congo de relativement pacifique. Les élections en RDC ont été relativement bien gérées et le scrutin s'est relativement bien déroulé selon l'UA et la SADC. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. L'actualité sera de retour à 7 h. À tout à l'heure, Régis. Et nous poursuivons avec notre entrepreneur agricole, Monsieur Tano Bregré. Alors, on parlait bien sûr de la stigmatisation que les uns et les autres ont vis-à-vis des agriculteurs. C'est ce qui devrait changer, cette image négative que l'on a. Effectivement, il est important. Nous essayons peut-être certainement, nous essayons de faire une communication là-dessus, comprendre que être agriculteur n'est pas synonyme d'avoir échoué à l'école. C'est une vocation. Et tous ceux qui choisissent des métiers par vocation le réussissent aisément. C'est un secteur à encourager dans la mesure où elle seule peut résoudre le problème du chômage. L'agriculture est un métier transversal. Transversal parce qu'en étant agriculteur, les ingénieurs informaticiens peuvent travailler avec le développement des technologies. Un comptable peut avoir son mot à dire dans le secteur agricole. Un financier, un juriste. Donc l'agriculture est un métier transversal. Ne voyons pas seulement l'agriculture comme le fait de prendre une daba, une machette pour nettoyer. Même les commerciaux. Dites-nous, M. Tano, moi je suis très heureux de voir quelqu'un qui a cette vision-là, honnêtement. Alors, on a beaucoup de structures depuis notre indépendance, beaucoup de structures qui sont censées gérer tout ça. Qu'est-ce que ces structures-là font finalement? Je veux dire, concrètement sur le terrain. Dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, dans l'encadrement. Voilà, on ne peut pas citer de nom de structure. On ne peut pas citer de nom, mais c'est difficile. Par exemple, lorsqu'une structure d'accompagnement arrive dans le milieu rural, demande un apport financier de l'agriculteur au village dans son accompagnement, c'est difficile. Ah bon? C'est difficile. C'est ce qui se passe sur le terrain? Si moi j'ai des problèmes dans ma ferme, que je suis dans un village, que la société d'accompagnement, en venant me rendre visite, je dois payer son carburant. À un moment donné, je trouve que ce n'est pas utile. Je vais me débrouiller pour résoudre mon problème. Donc, c'est tous ces problèmes-là qui font qu'aujourd'hui, le secteur agricole en Côte d'Ivoire n'est pas assez percutant. Donc, les encadrements sont payants? Les encadrements sont payants. Les encadrements sont payants. C'est des structures souvent semi-privées ou bien privées. Les encadrements sont payants. Vous prenez un pays comme le Ghana. Aujourd'hui, par exemple, les coopératives, nous sommes allés à l'école. À l'école primaire, il y avait des coopératives qui existaient dans nos écoles, qui donnaient déjà goût à l'enfant, au métier de la terre. Mais ces trucs, on n'existe plus. Mais au Ghana, ils sont en avance par rapport à la mécanisation. Hein? Oui, ils sont en avance, mais ça dépend. C'est en fonction des programmes. Moi, tout à l'heure, je vous disais, par exemple, la mécanisation de l'agriculture aux États-Unis, c'est après 4 siècles. C'est un programme. Aujourd'hui, les prérequis de production, nous ne l'avons pas. Un enfant qui va à l'école depuis le CP1 jusqu'en terminale ne s'est jamais frotté à la terre, ne s'est jamais frotté à un poulet. Il est difficile après le bac de choisir comme option l'agriculture. Mais si dans nos écoles primaires, nous avons des structures, nous avons des coopératives, nous avons des jardins, des fermes qui existent, c'est ça l'entrepreneuriat. Ça peut permettre de créer la motivation, créer un souci au niveau de l'esprit de l'enfant qui, en grandissant, se rend compte que ce n'est pas un métier qui ne peut pas le nourrir, mais c'est un métier porteur. Mais je suis assis à Angré, à Cocody, je fais tout mon cursus scolaire, j'ai le bac, on me dit d'aller devenir agriculteur. Sincèrement, moi je trouve que les jeunes ont raison. Vous êtes au nombre de combien dans ceux qui veulent faire la charte? Vous êtes au nombre de combien? Aujourd'hui, le bureau a été mis en place. Nous avons pour l'heure 50 producteurs qui sont répartis depuis dans le karité, dans les cultures maraîchères, dans la volaille, depuis de repos à Bouna, passant par Yamsokro, Bassam. Ça, c'est ceux qui, pour le moment, sont dans cette charte-là. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Martin Bonheur vous permet de demander, si vous avez en face aujourd'hui le ministre de l'Agriculture, ou bien le Premier ministre, ou bien le vice-président, ou bien son Excellence, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous dites? Parce que nos personnalités ont parfois besoin d'entendre des gens comme vous, ce qui se passe sur le terrain. Nous avons besoin que le secteur agricole soit organisé. Comment? Quelle organisation? L'organisation dont nous parlons, en dehors de l'aspect financier, par des structures de financement qui peuvent accompagner
les jeunes entrepreneurs, nous avons besoin que l'État puisse trouver des solutions concrètes, par exemple, au problème du foncier. Ça, c'est un problème réel. C'est le substrat sur lequel l'agriculture est pratiquée. Si le problème du foncier n'est pas résolu, on n'a pas dit forcément que nous pouvons payer des terres, mais trouver des mécanismes qui puissent permettre aux jeunes entrepreneurs de faire des locations de terrain. Production, oui. Par exemple. Voilà, ça c'est un élément assez important. Le problème foncier. Le deuxième, le problème de financement. Aujourd'hui, les banques classiques que nous avons n'accompagnent pas l'agriculture dans la production. Elles accompagnent l'agriculture dans la transformation. Je m'explique. Moi, je suis planteur de palmiers. La banque ne m'accompagnera pas pour créer une plantation de palmiers. Mais la banque va m'accompagner lorsque je mets une huilerie en place après ma plantation. Parce qu'elle se dit que le risque dans la mise en place de la plantation est élevé par rapport au risque de transformation. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de banques qui accompagnent le secteur agricole. Si vous voyez quelqu'un qui est dans le secteur agricole qui bénéficie d'un financement de la banque, c'est qu'il s'est débrouillé à un moment donné, la banque a vu son portefeuille financier, qui encourage. Mais un jeune qui se lève, qui veut rentrer dans la production agricole, il est difficile que la banque puisse l'accompagner. Ça, c'est un frein. Aujourd'hui, vous voyez les start-up. Plein de start-up naissent mais disparaissent. Lorsque l'accompagnement financier s'arrête, ces start-up disparaissent. Donc nous voulons que l'État nous aide en tant que jeunes qui avons décidé d'apporter, de contribuer à la production agricole, nous aide en structurant le secteur par rapport au problème du foncier, par rapport aux mesures d'accompagnement dans la recherche de financement. Ça, c'est très important, c'est deux aspects des choses. Oui. Merci beaucoup à vous, M. Tano Degré, bienvenue. On espère que ce message est passé, parce que franchement, des fois, il y a trop d'intermédiaires. Et quand les jeunes s'expriment comme ça, on sait concrètement ce qu'il faut sur le terrain. Besoin également un exemple très simple aujourd'hui. Pour terminer. Vous prenez par exemple la production de poulet de chair. Moi, ça me fait 15 ans que je suis dans la filière. Le coût de production du poulet de chair, c'est autour de 1515 francs. Quand le revendeur va sur le terrain pour prendre le poulet, vous prenez à 1800. Monsieur Marc, vous êtes à Abidjan, vous avez déjà payé un poulet à 2000. C'est minimum 3500. C'est-à-dire le demi-poulet coûte plus cher que le prix que le poulet, le producteur vend au revendeur. Il faut réguler le secteur. Il faut réguler. Et pour régler ce secteur, c'est les plus grands qui doivent pouvoir aider les plus jeunes. Mais lorsque nous regardons la filière depuis 15 ans, il y a des éleveurs, un an après, disparaissent. Parce que quand le revendeur vient vous prendre le poulet à 1800, c'est à crédit. Il dit, je vais pour vous revenir. Mais quand il vient, qu'il ne prend pas le poulet aussi, vous continuez à dépenser. À un moment donné, vous êtes obligé de pouvoir accorder le poulet à crédit. Mais un an après, vous fermez boutique. On pourrait vous garder, nous on aime ce genre de thème-là. Oui, hein, on pourrait vous garder, c'est pragmatique, c'est concret. Mais je vous assure que vous êtes passé à Matin Bonheur, vous verrez que les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Soyez courageux, gardez la foi. Les gens ils nous écoutent, ils nous regardent. Et je vous assure que ça va s'arranger parce qu'il y a eu le discours du président qui a parlé de vastes projets sociaux. Vraiment, on compte là-dessus pour intégrer des personnes comme vous. Surtout que vous faites du bon travail à la base. Voilà. Parce que les gens veulent aider des gens, parce qu'on dit qu'aux noces de Canaan, il y avait un peu d'eau. Vous avez votre eau, on pourra la multiplier en 20. Merci beaucoup et bon courage pour la suite, Alix. Merci. Alors, maintenant, nous recevons encore un autre invité avec plaisir. On parle de propreté, d'environnement également. Ça part de la terre avec Monsieur Akichi Roger, directeur de la communication et des affaires extérieures à l'ANAGED. Bonjour, monsieur. Bienvenue. Bonjour, Marcel. Ça s'est bien passé, les fêtes? Bonne année. Très bien. Très bien. La dernière fois, on était l'année passée. On se voit cette année maintenant. Nous sommes toujours ensemble. Bonne année de propreté. Alors, comment vous imaginez Abidjan en 2019, monsieur le directeur de la communication? Merci beaucoup. Abidjan 2019, Abidjan sera une capitale zéro déchet dans les rues. Abidjan sera une capitale dont les caniveaux seront réservés uniquement aux liquides et non aux solides. Abidjan 2019, ce sera le citoyen ivoirien nouveau qui va éviter de jeter les ordures par-devant les vitres des voitures. Abidjan 2019, nous aurons les nouveaux opérateurs qui seront dynamiques sur le terrain. Abidjan 2019, ce sera l'Agence nationale de gestion des déchets qui sera auprès de la population ivoirienne. Alors, quelles sont donc vos attentes vis-à-vis de ces populations-là? Alors, nos attentes vis-à-vis de ces populations se résument exclusivement surtout aux bons gestes. Demander aux Ivoiriens d'accompagner cette nouvelle politique de gestion des déchets en Côte d'Ivoire. C'est une nouvelle dynamique insufflée par Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Ouletto, qui a fait de ce secteur son cheval de bataille. Pour la culture de la propriété, elle en a fait sien. Elle demande à ce que les Ivoiriens puissent accorder une importance à cette culture de la propriété, permettre aux uns et aux autres de vivre dans un environnement sain, surtout dans un environnement propre. Voilà, il y a du boulot le 31, hein, on a vu vos engins, tout ça, c'était vraiment colossal. Hein.
le dispositif était particulier. Ce que vous avez dit sur le plateau, honnêtement, ça s'est vérifié avec nos équipes sur le terrain. Mais ce matin encore, nous vérifions en arrivant ici que les rues sont propres. Ça, vraiment, nous remercions nos opérateurs, nos partenaires, c'est 24 heures sur 24 heures. La salubrité, c'est une affaire qui ne s'arrête pas. La gestion du cadre de vie est une gestion continuelle. Et donc, nous n'avons pas de repli. Nous avons un objectif à atteindre. Abidjan doit devenir la perle des lagunes, comme avant. Alors, la sensibilisation est toujours de mise. Comment emmener ces populations-là à ne plus retourner dans les anciens travers et tout? Mais déjà, c'est d'observer. Hein. On observe sur le terrain les nouveaux engins que nous voyons, les nouveaux opérateurs, le nouveau mode opératoire, les déchets qui vont directement à Kosiouin. Aujourd'hui, nous sommes contents de ne plus avoir ces odeurs-là, des engins qui ramassent les déchets à Abidjan. Nous ne voyons plus le Lixivia qui ne traîne plus les rues à Abidjan. Je crois que l'État de Côte d'Ivoire a fait sa part. Oui. Nous demandons aux populations d'accompagner cette nouvelle politique de gestion des déchets. Nous sommes dans la modernisation de la filière et aujourd'hui, nous allons passer à une autre étape. À partir du mois de mars, ça sera la sensibilisation autour surtout du tri des déchets. Le tri des déchets. Et ça va commencer au niveau des tout-petits pour aller vers les adultes. Il y aura des interventions dans les écoles, bien sûr, en langue locale, tout ça, bien pour sûr. amplifier le message. Et là, la RTI est toujours à votre disposition. Dans le créneau, nous avons toute la nomenclature pour vous faire passer les messages. Et une communication adaptée à toutes les cibles. Et déjà, avec Matin Bonheur, nous pensons que c'est un canal qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir parler à la population, de pouvoir nous exprimer et de pouvoir faire passer cette culture de la propriété. Et vraiment, nous remercions Matin Bonheur. C'est ça aussi, la communication. Et la cour de la RTI est très propre. Donc, c'est un bon exemple. Mais où sont les poubelles, les sachets? Vous aurez les poubelles, les sachets à la prochaine émission. Non, en fait, c'est pas qu'on demande, c'est juste pour voir un peu comment c'est, pour montrer, pour parler aux populations. Vous aurez la poubelle, il n'y a pas de problème. Comme vous insistez. Okay. Alors, on va rappeler les horaires et les bons gestes. Pour 2019, on ne change pas la méthode qui gagne? Alors, les horaires, c'est toujours entre 17h et 21h, sortie des ordures. Éviter de sortir les poubelles après le passage des engins et surtout bien conserver les ordures dans des poubelles bien fermées. Voilà surtout le message que nous voulons faire passer. Et pour les populations de l'arrière-pays qui se demanderaient, la Naged est où? S'occupe de nous? La Naged prépare une grande caravane pour l'intérieur du pays, donc qui prennent leur mal en patience. Une caravane à l'intérieur du pays avec Alix et Marco, tout ça, devant la caravane. C'est possible. Ben oui, c'est la proximité. La proximité, tout ça, avec Christella, tout ça, tout le monde. Parce qu'on doit, nous sommes des soldats du petit écran et aussi de la propriété. Surtout, merci beaucoup. Merci beaucoup, vous avez bien fêté? Très bien, surtout sur le terrain, en veillant à ce que les Ivoiriens soient propres. Non, laissez ça, vous êtes bien amusés quand même. Bien sûr. Ok. Bien sûr. Allez, je vais vous montrer comment les gens ont fêté dans le monde entier. Allez, on va maintenant dans l'insolite. C'est le meilleur de l'année 2018 dans le monde. Mais les personnes qu'on a vues dans le piment, là, c'est quoi le projet au fait? Est-ce qu'il y a des toilettes adjacentes? On ne sait jamais. Parce que, pardon? Ah, ils sont assis. Donc, ça peut se faire en même temps. Donc, ça veut dire que... voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Non, ils ont intérêt à se retenir. Attends, le piment est là, on le mange. Ça m'a l'air du piment de Des Cayenne. De Cayenne, oui. De Cayenne, mais c'est ça, c'est...
Vous envoyez deux Ivoiriens là-bas, ils vont gérer ça rapidement. À teneur forte. Vous envoyez deux Ivoiriens, un guéri et puis ils vont gérer ça. On maîtrise le piment. Ça, c'est un pépé soupe naturel. Oui, ça, c'est un pépé soupe à ciel ouvert. Voilà, il est 6h45. C'est toujours un plaisir de recevoir quelqu'un qui mange très épicé également. Très épicé. Bon amateur, grand amateur de Kedjenou, de pintade à 16 heures perdues, au bord de l'eau à Bassam où il réside. Bonne année, Cédric Lombardo. Bonne année. Que des bonnes choses. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à un spécialiste du développement durable? Avant tout, une bonne santé. Moins de pollution. Santé, parce que, et ça va automatiquement aller avec. Parce que c'est la santé qui fait tout. Donc, du coup, c'est le plus important pour nous. Après, l'amour. À domicile en permanence. Après, là, mon épouse, l'amour. Oui. C'est important. D'accord. Nos femmes, nos compagnes qui nous accompagnent tous les jours dans la vie. Oui. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qui nous reste? J'aime bien votre inspiration ce matin. La prospérité. Oui. Non, vous voyez, il ne parle... L'hexagone à Babi. Il ne parle pas d'écologie, hein. Allez. Non, que d'écologie, hein. Que d'écologie. Allez, on salue Madame Lombardo, Maman Lombardo, tout ça. Vraiment, bonne année aussi. Et puis, on est fiers donc de l'homme que vous nous permettez d'avoir sur ce plateau. Exactement. Allez, je disais à Alex tout à l'heure qu'on est ensemble depuis des années maintenant. Ça fait un sacré moment. Un sacré moment. Et vous n'avez pas changé, vous ne prenez pas de rides. Comment vous faites? C'est le développement durable qui fait ça? Non, c'est le maquillage inventé. On va venir un jour démaquiller tous. Ça va créer des choses. Hein. Attention, prenez votre souffle d'abord, on y voit ça. Allez, Alix. Alors, l'année 2019 a bien commencé. Aujourd'hui, marque notre première chronique, donc. C'est le premier jeudi pour... Bonne année. Merci. Alors, aujourd'hui, on a choisi un thème. C'est la santé et le développement durable. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Pourquoi ce thème? Parce qu'on le disait un petit peu en avance, on peut souhaiter énormément de choses aux gens, la prospérité, l'amour et tout ce qu'on veut, mais malheureusement, si la santé n'est pas là, qu'est-ce que nous allons pouvoir bien devenir? Et la santé, c'est vrai que c'est pas nous qui nous rendons malades par nous-mêmes, c'est pas certaines pratiques, on peut manger trop de piment ou certaines activités peuvent nous faire un peu de mal. Mais ce qui peut nous rendre malades, c'est surtout ce qui nous entoure. Et donc, il y a un lien très important entre la santé et le développement durable. Et d'ailleurs, si on prend un exemple, c'est l'objectif numéro 3 du développement durable, santé et bien-être. Et les Nations Unies en font la promotion. Et le but du jeu, justement, c'est d'accorder à tous une santé et le bien-être à toutes les populations. Alors, quel lien entre santé et climat? Alors, justement, ce qui est intéressant avec la santé, c'est qu'on peut la décliner dans toutes les questions du développement durable. La santé et le climat, vous voyez bien que là, on est en pleine saison d'harmattan. Donc, saison d'harmattan, ça veut dire que nous allons maintenant arriver dans la période des maladies respiratoires. Oui. On a le vent qui commence à souffler, on a des risques de méningite qui vont arriver un petit peu vers Korogo, à la frontière du Burkina Faso, etc. Donc, dès que la sécheresse vient, dès que l'harmattan vient, automatiquement, certaines maladies vont se manifester. Ensuite, va venir la pluie. Et donc, avec la pluie, d'autres maladies vont arriver. La méningite, les maladies respiratoires dues au sable vont disparaître. Par contre, on va retrouver le paludisme. Et donc, on se rend compte que chaque maladie dépend d'un cadre climatique. Et si ce cadre climatique change, automatiquement, les maladies, la cartographie de nos maladies va automatiquement changer. Et on a un autre lien aussi qu'on peut établir, le lien entre la santé et la pollution aérienne. Ah ben, vous entendez? C'est la pollution. Il vient de Bassam, il passe par l'aéroport forcément. Ah, c'est pour ça, c'est terrible. C'est une même thématique. Alors, la pollution aérienne, tout à l'heure, on en parlait un tout petit peu. On avait nos sables, mais ça, c'est pas une pollution naturelle, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que surtout dans les villes, Abidjan, Bouaké, Korogo, San Pedro, etc., on a de plus en plus un trafic urbain, un trafic routier qui est de plus en plus important. Et vous êtes d'accord avec moi qu'arriver à lire une plaque d'immatriculation derrière un BACA, c'est pratiquement un exploit des yeux, tellement vous avez de fumée qui se passe derrière. Et donc, automatiquement, vous avez des pollutions atmosphériques qui vont avoir lieu, des pollutions aériennes. On a montré plusieurs cartes ici à Abidjan. Et même, il y avait eu un reportage qui avait été fait dans la presse écrite d'un médecin du centre du CHU, donc de Cocody, et qui disait, mais en fait, on se rend compte de plus en plus de l'augmentation des cancers du poumon en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a un lien automatiquement entre ce que vous respirez et naturellement ce qui va se passer dans votre santé. Voilà. Cédric, quand est-ce qu'on va vraiment se bouger en Afrique pour le développement durable? Quand est-ce qu'on va vraiment se... Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi le déclic qu'il faut? Comme on l'a dit au début, Marcelin, ça fait des années qu'on fait cette sensibilisation quand on est ensemble. Mais en fait, la grande difficulté, ça reste la même. C'est que les gens se disent, mais finalement, prenons l'exemple. Développement durable, vous venez m'apporter des problèmes. Vous avez le blanc, il vient sur le plateau, il vient parler mal de mon BACA, de mon woro-woro. Mais moi, ça me coûte d'aller réparer mon pot d'échappement. Oui, ça vous coûte, absolument. Mais si vous travaillez toujours en prévenance, si vous êtes toujours en maintenance, vous aurez un véhicule qui sera beaucoup moins défectueux. Et très souvent, les gens vont négliger certains facteurs simplement pour des questions économiques. Et ils vont se dire, pourquoi je vais dépenser cet argent-là
Je préfère l'économiser, mais en l'économisant, vous le faites au détriment de la santé des populations. Et c'est cet équilibre-là qu'il faut aller chercher. Cédric, des gestes simples à faire, par exemple, pour le développement durable. Moi, j'ai vu hier sur une chaîne internationale comme ça, pendant quelques secondes seulement, sinon je suis toujours sur RTI 1, on dit 1 heure de moins dans la douche, débrancher tous les appareils, et puis quoi encore? Quels sont les gestes concrets comme ça qu'on peut faire? Parce que Alix et moi, on a décidé d'être écolo en 2019. Oui. On a décidé d'être écolo. On vient avec une seule voiture. On vient avec une seule voiture. On ne veut pas avec nos 2 voitures. On économise. Covoiturage. Covoiturage, voilà. Ça va être matinal. Ça, en fait, ce sont plein, ça a l'air très bête, hein, mais ce sont plein de toutes petites astuces. Comme vous disiez, un exemple, si on a la chance d'avoir de l'eau potable, tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. Si on a la chance d'avoir de l'eau potable, la moindre des choses, c'est d'arriver à l'économiser. L'économiser pour 2 raisons. La première, c'est que quand on pompe trop d'eau, on va les pomper dans les nappes phréatiques de Côte d'Ivoire. Et si on en consomme trop sur le réseau, si moi je pompe toute l'eau qui est devant moi, les gens qui sont derrière n'auront pas accès à l'eau. Parfois même, vous savez, vous avez des gens, même si vous leur dites que l'électricité est chère, que l'eau est chère, comme ils ont un accès relativement facile à ça et qu'ils vivent dans des conditions économiques qui peuvent leur permettre, ce n'est pas vraiment les questions économiques qui vont embêter les gens à la maison. C'est de leur dire, attention, quand tu laisses ta lumière allumée à la maison, les habitudes. Tu es en train de priver quelqu'un d'autre d'électricité. Nous n'avons pas assez d'énergie pour toutes les populations en Côte d'Ivoire et donc laisser une lumière allumée, laisser quelque chose allumé, c'est priver quelqu'un d'autre de cette électricité. Et toujours dans les bonnes pratiques. Pourquoi avoir des lampes à incandescentes qui sont encore extrêmement consommatrices d'énergie et ne pas basculer simplement sur des LED? Pourquoi laisser des climatiseurs qui sont allumés dans des bureaux alors que vous n'avez plus de collaborateurs à l'intérieur et arriver à les éteindre? Donc en fait, à chaque fois, le développement durable va nous obliger à faire pour beaucoup plus de population, mais nous avons beaucoup moins de ressources. Et donc, il faut penser économie. Et quand vous pensez économie, ça veut dire que vous prélevez moins sur la terre, sur la nature. Vous allez forcément avoir moins de production industrielle, donc moins de pollution. Et en consommant, vous allez partager équitablement les quelques richesses que la terre nous offre. Alors, voilà. pour insister sur les gestes à adopter pour pouvoir chacun faire sa part, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que cette génération-là, c'est fini, c'est mort, et plutôt se concentrer sur les plus petits, les plus jeunes, au niveau de l'école? Parce qu'il y a un travail de conscientisation à faire. Absolument. Le travail les générations futures, si on arrive dès maintenant à leur inculquer quelques messages, naturellement, ils vont les apprendre pour eux et vous allez voir qu'ils vont un petit peu challenger leurs parents. Moi, je me rappelle toujours, quand on était petit, j'aime bien dire cette phrase, on avait de l'éthique à la télévision sur la RTI à 7h30, on avait Léonard Groguet qui passait le samedi soir avec Comment ça va, et tous ces messages qu'on nous donnait, finalement, ça nous a forgé une culture commune à tous les Ivoiriens d'une certaine génération. Donc, le plus important, c'est effectivement de travailler sur les enfants pour qu'eux-mêmes apprennent les choses et qu'ils arrivent à passer les messages vers les parents. Mais il n'en reste pas moins que ceux qui sont aujourd'hui à la commande, ce sont les adultes. C'est eux qui sont au volant de nos véhicules, c'est eux qui sont les chefs d'entreprise, c'est eux qui sont les chefs de plantation, les régisseurs de plantation. Et il est important aussi de faire ce travail auprès de ces acteurs, qu'ils comprennent que les itinéraires techniques, les pratiques qu'ils ont mis en œuvre, si elles avaient un sens à une certaine époque, par manque de savoir, par manque d'information, par manque de technologie, ces pratiques-là, maintenant, il faut les changer. En 77, on faisait du cacao plein soleil parce qu'on voulait absolument dépasser le Ghana. Mais aujourd'hui, on voit bien que le climat a changé. Il faut ramener un peu le cacaoyer sous l'arbre et donc freiner un petit peu la déforestation. Donc, nos enfants les sensibiliser, c'est important. Ils vont nous aider à challenger un petit peu les parents. Mais les enfants ne regardent pas toujours la télévision. On doit les challenger maintenant. On parle toujours santé, notre parrain de l'ANAGED qui était là à quelques instants. Alors, santé et gestion des déchets. La gestion des déchets. La gestion des déchets, on a 2 types de déchets. Vous savez, on a ces fameux déchets qui sont les déchets, électroniques, avec des piles à l'intérieur, des huiles à l'intérieur, etc. Et je prendrai malheureusement un triste épisode de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire, c'est l'affaire du Probo-Koala. On s'est bien rendu compte que dans la production humaine, on a des déchets qui sont extrêmement toxiques, et ces déchets-là, on peut les retrouver chez nous. Mais au-delà même simplement des actions de l'industrie, rendez-vous compte aussi de certains comportements qui vont disparaître grâce au travail qui est fait par l'ANAGED. Nos caniveaux sont transformés en poubelles. Comme il disait tout à l'heure, on retrouve des objets solides à l'intérieur. Mais ces caniveaux, ils ont une mission, c'est justement de drainer les eaux usées, de drainer les eaux sales juste vers des stratégies entre guillemets d'épuration et de traitement. Mais automatiquement, si on ne gère pas nos caniveaux, qu'est-ce qui va se passer? Ça va déjà se transformer tout de suite. On va avoir de l'accumulation, vous allez avoir des matériaux qui vont pourrir à l'intérieur. Très souvent, malheureusement, on voit bien qu'on a des enfants qui sont en train de jouer à côté. On sait bien que dès que vous avez une flaque d'eau, vous avez un moustique, une anophèle qui est en train d'arriver. Et automatiquement, d'une mauvaise gestion de nos déchets, vous avez automatiquement une pollution qui va arriver. Et le déchet le plus important aussi de l'homme, celui qu'on oublie tout le temps, c'est la matière fécale.
Vous avez vu, je suis poli quand je parle. Hein. Quand on n'a pas la chance d'avoir... Quand on n'a pas la chance d'avoir un réseau relié à l'assainissement, nous, on est Bassamois. Chez nous, à Bassam, il n'y a pas la SODECI qui vient nous récupérer les eaux usées de la maison, ce qu'on appelle les eaux noires. Et donc, malheureusement, toutes ces eaux noires, on a tous des puits perdus. Vous avez des gens qui viennent, ils récupèrent les puits perdus, ils les curent, ils vont jeter ça un petit peu dans la nature. Vous avez d'autres personnes qui ne le font pas. Et moi, je suis désolé de vous dire, à Bassam, j'ai condamné mon puits. Parce que quand je tirais l'eau pour arroser un petit peu mon jardin, parce que j'ai la chance d'avoir un jardin, je me retrouve avec des odeurs dans mon jardin qui n'étaient pas acceptables. Et donc, on se rend bien compte que de nos déchets arrive automatiquement une pollution, et cette pollution va automatiquement affecter notre santé. Alors, on parle toujours encore de santé, c'est très important, surtout quand cette nouvelle année, on se souhaite la santé. La santé et la gestion des ressources en eau. Eh ben, on a ouvert la brèche. C'est exactement ça, parce que... Excusez-moi. Vous voulez de l'eau? Non, non, c'était la rouge, je suis en train d'Abidjan, non, je plaisante. la santé et les ressources en eau, déjà, si nous n'avons pas d'eau, il n'y a pas de vie. Ça, c'est le point de départ de tout. Donc, avoir l'accès à l'eau potable, comme on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les populations. Mais malheureusement, cette eau, on se rend bien compte qu'on est en train de la mettre en danger. Vous savez bien que nous avons encore de grandes surfaces agricoles, qu'on peut qualifier de agro-industrielles. Nous avons aussi malheureusement certaines pratiques qui sont des pratiques de traitement aux pesticides. Et lorsque les pluies vont arriver, les pesticides, les engrais vont être lessivés sur les terres, vont se retrouver dans les fleuves. Et ces fleuves, malheureusement, ou ces rivières, quand on n'a pas accès à l'eau potable, c'est un petit peu là où on va chercher l'eau. Donc vous avez un risque de pollution et donc de maladies hydriques qui vont arriver pour les populations. Mais c'est la même chose dans l'orpaillage. Vous savez que nos parents ont certaines pratiques de recherche de l'or qui ne sont pas forcément des pratiques saines. On peut y retrouver du cyanure, on peut y retrouver du mercure. Et quand ils vont abandonner tout ça, ces matières premières soit vont s'infiltrer dans les nappes phréatiques, et de nouveau, ça sera pollué, soit vont s'infiltrer dans ce qu'on appelle les cours d'eau de surface, ça sera encore pollué. Et si ce que nous buvons est pollué, nous sommes forcément en mauvaise santé. Absolument. En définitive, Cédric, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'impact du développement durable sur la santé? Ça, je souhaite que vous vous adressiez au pouvoir public, ceux qui décident. Sur quoi il faut accélérer? Sur quoi ça serait plus facile? Qu'est-ce qu'on... En fait, ce qui est très... Vous savez, je regarde la caméra maintenant pour les pouvoirs publics. Ce qui est très difficile, c'est que plus vous allez retarder une décision et une action, plus le coût de remède à apporter à cette action va se retrouver excessif. Je prends un exemple simple. Si jamais on oublie d'investir dans certains sujets, au bout d'un moment, les populations ne pourront plus l'accepter. Et on a bien vu les affaires de déchets qui se mettent en place. On a regardé, certaines pratiques n'ont pas été mises en œuvre à Akouedo dans le passé. Automatiquement, même si cette décharge va se refermer, il va falloir investir pour dépolluer la décharge. Donc, ce qui est très important, c'est de prendre en compte immédiatement et le plus rapidement possible toutes les actions qui doivent se mettre en œuvre. Plus vous attendrez, plus ça sera dangereux et plus ça va vous coûter cher. Si jamais nous avons des conditions climatiques qui vont affecter la production du cacao, est-ce que vous pensez que la première richesse de notre pays sera toujours disponible? La réponse est non. Donc si nous n'informons pas, ne sensibilisons pas nos parents planteurs à ces nouvelles pratiques agricoles dès maintenant, si nous ne passons pas ces informations massivement vers eux, aujourd'hui on voit des travaux qui sont faits, 5000 planteurs, 6000 planteurs, mais on parle de milliers de planteurs, de centaines de milliers de planteurs. Si ce travail-là n'est pas fait, progressivement la capacité de production de la Côte d'Ivoire, pourtant très haute aujourd'hui, va s'effondrer. N'attendez pas, vous ne ferez qu'accumuler les problèmes. Et si les problèmes s'accumulent, ça vous coûtera encore plus cher d'arriver à apporter une réponse à ça. Toujours, on le répète, la déforestation, il faut reforester aussi. Absolument, parce qu'on se rend bien compte que dans la déforestation, on peut encore faire ce lien d'ailleurs avec santé et déforestation. Dans la déforestation, on est en train de modifier complètement notre pays, mais vous savez bien que tous les médicaments que nous prenons, toute l'origine de nos médicaments viennent de la nature. Ce ne sont pas des médicaments qu'on a inventés comme ça en faisant des formules chimiques qui n'existaient pas auparavant. On est parti dans une longue observation de ce qu'on appelle de nos praticiens. Même les Européens, il y a très longtemps, c'est dans le patrimoine de leur forêt, dans leur patrimoine végétal qu'ils étaient à la recherche de leurs médicaments. Et si nous déforestons, nous perdons des médicaments futurs que nous n'avons peut-être pas encore découverts. Et si nous déforestons, nous mettons en danger aussi les conditions climatiques et donc les risques d'inondation, de ceci, cela pour nos populations. Merci beaucoup Cédric Lombardo et puis on espère que tous nos téléspectateurs, d'où que vous vous trouviez, vous prenez en tout cas à cœur ces informations que nous vous donnons et puis que les comportements vont suivre pour préserver notre environnement. Alors, on part pour la pub et puis ce sera le dernier flash de Régis.
L'actualité internationale à présent. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre. On démarre au Danemark. Un accident de train a fait 6 morts et 16 blessés. L'accident a été provoqué par la chute d'un objet d'un train de marchandises circulant en sens inverse. Il s'est produit à 7h30, heure locale. La Roumanie prend la tête d'une Union européenne secouée par le Brexit et la montée des eurosceptiques. Suivez. Première fois depuis son adhésion en 2007, la Roumanie assure depuis mardi la présidence tournante de l'Union européenne pour un semestre qui s'annonce chargé. Au programme l'entrée en vigueur du Brexit et sa finalisation d'ici mars 2019, les élections européennes en mai avec des forces souverainistes en embuscade et enfin les difficultés à boucler le budget communautaire. Rarement une présidence n'aura été confrontée à autant de défis. Le ministre français des Comptes publics assure le service après-vente de sa réforme sur le prélèvement de l'impôt à la source. Emmanuel Macron a donné son feu vert en début de semaine après plusieurs jours de tergiversation. La réforme est effective depuis le 1er janvier 2019. Écoutons le ministre Gérald Darmanin. Et aujourd'hui, c'est un jour important. C'est le premier jour où on peut changer son taux, ce qui est une grande avancée pour tous les Français qui auparavant attendaient 1 an avant d'appliquer ce nouveau taux d'imposition. On a beaucoup travaillé avec tous les agents des finances publiques, que je voudrais vraiment remercier une nouvelle fois ce matin, ce 2 janvier au matin. Ils sont très nombreux à être au travail, à répondre au téléphone, à rencontrer les Françaises et les Français bien sûr. Et ça fait depuis maintenant 15 mois que quasiment quotidiennement, avec les agents des finances publiques, on travaille à la réussite de cette belle avancée de simplification pour tous les Français. Des manufactures de briques au Cambodge attirent les ouvriers en assumant leurs dettes en échange de longues heures de travail et de bas salaires dans un système dénoncé par les défenseurs des droits humains qui considèrent cela comme de l'esclavage moderne. Au Kurdistan irakien, malgré le combat, l'excision persiste. Selon l'UNICEF, le nombre de victimes de mutilations génitales féminines y est toutefois en baisse. L'excision concerne aujourd'hui 37,5% des Kurdes entre 15 et 49 ans. Mais pour beaucoup, ce chiffre est encore trop important. C'est tout pour l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve lundi, mais avant, je vous laisse en compagnie de Alexis Marco. Sacré Bernard, demain il va se reposer. Bon repos mérité, franchement. Merci d'être avec nous ce matin bonheur. Il est 7h03, on est très heureux, ça on le dit avec beaucoup de plaisir, hein, sans démagogie, d'être avec vous chaque matin, de savoir que vous choisissez RT1 pour vous informer et ça tombe bien. Vous avez décidé de faire du sport cette année 2019. Ça fait partie des résolutions les plus citées. La preuve, ma voisine et moi, on a décidé vraiment de faire du sport. Mais c'est toujours des résolutions qu'on n'arrive jamais à tenir. Nous avons envoyé sur ce plateau un cardiologue émérite qui va nous donner tout ce qu'il faut de bon pour la santé. Faire du sport, c'est la santé. On n'a pas besoin de faire des marathons ou quoi. Oui. C'est des choses simples. Il va nous expliquer. Et c'est le docteur Moursengeshi Nathan. Il est cardiologue. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Il est avec nous. Il va nous parler un peu de sport et santé. Qu'est-ce que ça fait réellement à notre corps. Mais avant, vous le savez, Alix, on a... Anna, l'élément illustratif. C'est bien connu, faire du sport est bon pour la santé, surtout dans une société de plus en plus sédentaire. Et les bonnes raisons de pratiquer une activité sportive sont nombreuses. Au plan physique, le sport renforce le cœur et régule la tension. Le sport pour moi, c'est comme tout autre médicament. Hein. C'est le premier médicament pour moi. C'est comme une pharmacie. Et quand tu es toujours dans le sport, tu as toujours la forme, tu es toujours bien en forme. Le sport participe au maintien du capital musculaire et permet ainsi la prévention des blessures et de diverses douleurs de hanches, de genoux ou encore de dos. Des bienfaits non négligeables pour vieillir en bonne santé. J'ai précisément 62 ans. Et depuis que le médecin m'a conseillé de faire du sport, en tout cas, je n'ai jamais lâché. Tous les jours, je cours. J'invite des amis, on fait du sport, on rigole, on s'amuse et puis ça va. Je me sens mieux, en tout cas, je me sens mieux dans ma peau. Des bienfaits sur l'organisme, mais pas seulement, le moral est aussi concerné. Le sport procure en effet un bien-être général.
Au départ, je me sentais pas vraiment bien. Je me sentais tout le temps fatiguée, Depuis, j'ai croisé ce groupe, je me suis intégrée. Donc, depuis que j'ai commencé ce sport, ça va, je me sens léger, je me sens bien. Et 5 heures net, je me réveille, je fais mes activités. Depuis plus de 10 ans, vraiment, je n'ai pas le souci des maladies, c'est-à-dire les petites maladies comme palu. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça, mais vraiment grâce au sport, ça va. La pratique du sport améliore également les performances intellectuelles, favorise le sommeil et aide à évacuer le stress. On le décrit même comme un antidépresseur naturel. Ça m'a fait du bien, tant physiquement, moralement et tout, parce que ça te permet de déstresser quand tu viens. Tout ce que tu as emmagasiné pendant toute la semaine et tout ça, tu es déstressé. Ça fait du bien en fait. La décision cependant de se mettre au sport doit être subordonnée à une visite médicale. On tient compte de l'âge de l'individu, la prévalence des maladies. Les dames surtout même, que si on voit les médecins, le médecin leur conseille de faire du sport. J'ai vu le carnet, j'ai dit bon ok, il n'y a pas de problème, c'est comme ça il a démarré. Un peu jusqu'à chacun venait, son frère, ah, il y a un coin de sport là-bas, c'est bon, mais viens ton carnet de santé, et puis on vérifie quand c'est bon, on travaille ensemble. Si ton carnet me dit que non, le sport, ça ne peut pas t'arranger, qu'il faut marcher, je vais te faire marcher, c'est ton carnet qui décide en fait. Si on voit que c'est pas bon, je t'amène chez notre médecin, moi je t'accompagne, je dis voilà, voir son carnet, il faut voir sa santé, c'est bon, et puis on marche avec. C'est pas bon, on essaie de trouver une solution, comment essayer de t'aider. Voilà, moi j'essaie d'aider les personnes qui sont un peu malades. À ne pas non plus négliger les bienfaits sociaux du sport, les valeurs éducatives et le lien social que cela implique. Et voilà, après l'élément, bonjour à vous, docteur, bienvenue. Bonjour docteur, bonne année santé. Merci beaucoup, bonne année à vous aussi. Merci. Alors, on a entendu dans l'élément, là, tout le monde s'accordait à dire que le sport est bénéfique, le sport apporte beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que le sport apporte exactement? Bon, d'abord, je remercie la RTI de me donner l'opportunité de parler du sport. Moi, je suis cardiologue, donc en cardiologie, le sport est un élément très important de la prise en charge à la fois des personnes qui n'ont pas de problème particulier pour leur éviter justement de faire des maladies cardiovasculaires. Et aussi, on a toute une panoplie d'orientation dans le cas de prise en charge de pathologies pour aider les gens à mieux se porter. Alors, pour commencer ce thème, je voudrais quand même qu'on dise un peu c'est quoi le sport. Okay. Hein? Alors, le sport, c'est un ensemble d'activités physiques qui vont être réalisées avec des codes. Alors, si ces activités ne sont pas réalisées dans les codes, on reste sur le thème d'activité physique. Mais quand on réalise avec des codes, des règles, alors en ce moment, on parle de sport. Par exemple, dans votre jardin, vous avez un ballon, vous recevez des amis, vous jouez, vous êtes dans l'ordre de l'activité physique. Mais dès lors que vous vous mettez à le pratiquer sur un terrain avec des normes, on parle de sport, en ce moment, on peut pratiquer ça dans le cadre de compétition. Okay. Je voudrais aussi qu'on parle de la santé. C'est quoi la santé? C'est important, donc, puisqu'on parle de sport et santé. La santé, c'est, selon l'OMS, un complet bien-être physique, mental et social. Et l'OMS précise que ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Voilà, ça va donc au-delà. C'est ce que je pouvais dire. Donc on a défini le sport, la santé. On a parlé des bienfaits aussi. Alors concrètement, les bienfaits. Pour terminer, pour rester fidèle à votre logique. Mais vraiment, je ne sais pas, je préfère citer ce que le sport ne fait pas. C'est peut-être plus court, le sport fait tellement de choses. Alors, il faut déjà se rappeler que l'homme est appelé
à faire du sport. Naturellement. Naturellement. Parce qu'on vient de loin. On vient de la chasse, de la cueillette et de la pêche. En ce moment, l'homme se réveillait et il parcourait des espaces. On a vu le désert, comment les gens traversent le désert. Ça, c'est l'homme. Alors cet homme-là, il est appelé à faire du sport. Il faut savoir que les muscles dans notre organisme font plus de 50% de notre masse corporelle. Donc on ne peut pas avoir 50% de quelque chose, de ne pas le faire bouger. Voilà. Donc, alors, les bienfaits sont multiples et multiformes. Sont multiples, multiformes. On peut prendre du cas où les gens ils font le sport pour eux-mêmes, pour leur plaisir. Il y a aussi ceux qui font le sport pour des compétitions. Pour rencontrer des gens, pour être moins timide. Oui. Et puis, il y a ceux qui font une activité physique ou un sport parce que le médecin leur a demandé de faire. Alors, à chaque groupe va correspondre des bienfaits particuliers et d'ailleurs des activités sportives particulières. Pour ceux qui veulent faire du sport pour le plaisir, là aussi, il faut distinguer. Est-ce que c'est une femme? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un enfant? Il faut savoir que le sport est très important pour la croissance des enfants. Ah, justement, je vous prends au mot. Donc, il y a des spécificités. Bien selon sûr. qu'on soit un homme, une femme et un enfant. Bien sûr. Ça tombe bien. Ça nous ouvre une brèche pour notre axe de discussion. On va prendre les différents cas, hein, concrètement. On va commencer par les enfants. Alors, les enfants sont en âge de croissance. Donc, rien n'est figé chez eux. Tout est en train de se mettre en place. Tout est nouveau. Tout est nouveau et se renouvelle d'ailleurs. Oui. Donc, c'est très important que les enfants fassent du sport. Alors, on rencontre quand même beaucoup de parents, par exemple pour les filles, qui nous demandent des e-sports, des choses comme ça, parce qu'ils ne veulent pas trop que leurs filles fassent du sport. Et parce que le sport aussi, à un certain moment, c'est pénible. Mais je pense que aussi bien les filles que les garçons, tout le monde, tous les enfants doivent faire du sport parce que quand le muscle se forme, il faut l'entraîner, il faut le formater. Sinon, il s'atrophie. Pas forcément qu'il s'atrophie, mais il ne s'ouvre pas, il ne se détend pas et il ne vous donne pas la plénitude de ce que vous pouvez faire. Vous voyez, quand vous voyez les athlètes faire des performances, vous vous dites que quelque part, un exercice est passé par là, il y a du travail qui a été fait. Voilà, ça c'était pour les enfants. Et pour les enfants, justement, quelles sont les activités à leur recommander? Ils ne peuvent pas soulever des haltères, par exemple. Pour eux, qu'est-ce qu'on devrait prescrire? Bien sûr, on va leur demander seulement... Parce que dans l'activité sportive, il y a les activités de force et des activités d'endurance. Vous avez parlé d'haltères et tout ça, l'haltérophilie, c'est vraiment de la force. Alors, il faut leur faire des sports d'endurance. Et moi, je voudrais ajouter, il faut demander à l'enfant ce qu'il aime faire comme sport. Donc, il ne faut pas déjà l'obliger à faire des sports qu'il n'aime pas. Est-ce que les écoles primaires, par exemple, vous consultent? Est-ce que ça vous est arrivé de recevoir un directeur ou une directrice d'école primaire pour dire « Ah, docteur, est-ce que vous pouvez me conseiller pour le programme de sport pour mes enfants à l'école » Est-ce que ça arrive, ça? Honnêtement. Non, honnêtement. Mais en fait, il faut comprendre que, bon, si vous voyez la configuration des écoles, il y a toujours des grands espaces, surtout les écoles primaires, il y a des bâtiments, il y a toujours un grand espace au milieu, on a l'impression qu'il n'est pas là pour rien. Parce que les enfants, vous ne pouvez pas les retenir. Ils sont même appelés naturellement à bouger. Donc, on leur laisse biaiser. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ils vont bouger. Donc, il faut leur laisser un petit espace où ils vont pouvoir se mouvoir et puis, bon, voilà, faire fonctionner leurs muscles. OK, ça, c'est les enfants. Oui. D'accord, les enfants. Maintenant, les femmes. Ah, les femmes. C'est le pilier de la société. La femme jeune, la femme enceinte, la femme après l'accouchement, après la ménopause. Il y a plusieurs étapes. Est-ce qu'il n'y a pas le sport qui va avec chaque étape? Adapté à chaque étape. Bon, peut-être pas le sport, mais le type d'activité. Je préfère dire le type d'activité. Prenons la jeune femme. Aujourd'hui, toutes les femmes sont devenues comme elle, Alix, travail, stress. Ah oui. Voilà, donc il faut absolument qu'elle ait un programme où une fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est recommandé plutôt 3 fois par semaine, 2h30 de sport par semaine. Mais si vous ne pouvez pas faire 2h30, faites ce que vous pouvez. L'essentiel, c'est de faire du sport. C'est la chose la plus importante. Donc, elle devrait faire des sports
je veux dire, doux. Elle va faire, comme on appelle, la Zumba, la danse. Ça, c'est un programme spécifique d'Alix. Je note, hein, parce que vous savez, je vais le rappeler chaque la Zumba, fois. on peut le faire à deux, hein, les garçons. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, Mais mesdames enfin, et messieurs, l'ordonnance en direct d'Alix pour éviter donc... les caméras vont me suivre. Oui, une caméra spéciale pour elle. Donc, Zumba. Bon, non, sérieusement, pour une femme active de la trempe d'Alix, Voilà, qui travaille, se lève très tôt le matin, qui a une vie de famille à gérer, qui a des courses à faire, qui a des, qui a des activités annexes, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Zumba. Oui. C'est-à-dire que la souplesse. Souplesse. Prenez note. Et puis, il faut qu'on revienne aux bases. C'est-à-dire qu'il faut marcher, il faut bouger. Il faut bouger, il faut marcher. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que bon, on est parti de la personne qui ne faisait que des activités physiques, donc paysans et tout ça, est passé par là l'ère industrielle, où la machine a commencé à apparaître et donc l'homme a commencé à se retirer. Là encore, on était un peu bien, mais maintenant, on n'est pas bien du tout, parce que là, à l'ère informatique, on n'est plus que des spectateurs, tout se passe en nous. Vous sortez de votre maison, vous prenez vos véhicules, vous arrivez au bureau, vous sortez, vous marchez à peine quelque part. Au bureau, vous êtes assis tout le temps, et voilà. C'est ce mauvais engrenage qu'il faut, on ne peut pas arrêter le développement. Il faut désamorcer. Voilà. Il faut quand même introduire dans notre vie de tous les jours, dans nos programmes, parce que c'est important de se faire un programme. Si on n'a pas fait de programme, c'est compliqué. Et je voudrais dire aussi que même en entreprise, aujourd'hui, dans le monde, il y a des entreprises qui offrent des espaces où il y a baby-foot, où il y a des choses, où le personnel peut s'aérer comme une récréation d'enfants à l'école. Et puis, ils vont là-bas pour se déstresser, pour écouter de la musique, pour faire quelque chose. Il y a de plus en plus de salles même au déstress en entreprise. Oui. Des salles de sport même intégrées. Des salles de sport intégrées, pas seulement le football ou le... Non, mais je veux dire des salles même pour déstresser, penser à autre chose. Oui. Alors là, on a parlé de la femme active. Et la femme, par exemple, qui sort d'une grossesse ou bien qui atteint la ménopause, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les sports adéquats qu'on peut... Bon, déjà, la femme enceinte... Pour préparer une grossesse tranquille, cette femme doit pouvoir bénéficier de conseils pour bouger. Parce que la grossesse va faire en sorte qu'il va avoir un ralentissement circulatoire dû à la compression de la grossesse, en fait, du fœtus. La présence du fœtus va comprimer les circuits de circulation sanguine, il va avoir des œdèmes, et puis il va avoir un ralentissement général de la circulation. Donc cette femme, pendant sa grossesse, surtout le dernier trimestre, doit marcher, Il y a l'anémie aussi qui guette. Oui, l'anémie est là, c'est une anémie de dilution, donc elle est toujours là, parce que les volumes ont augmenté, avec les mêmes nombres de globules, donc voilà. Mais il faut qu'elle mange, parce qu'après, l'accouchement est un exercice physique aussi. Ouais, il faut pousser, donc elle doit déjà commencer à s'habituer à tout ça. Alors après la grossesse aussi, il y a l'effet une distension abdominale. Donc on conseille aussi aux femmes de faire la rééducation périnéale. Tout ça, c'est du sport, c'est des activités, c'est des programmes qu'on peut leur donner pour que l'organisme, en tout cas le ventre et le bas-ventre reviennent à la place. Après, cette femme va faire sa ménopause. Et là, la ménopause, c'est une baisse en fait d'hormones. Il baisse. Or, on sait que le sport libère des hormones. Il y a de mauvaises humeurs, il y a il y a tout ça. Bizarres. Donc, à partir de ce moment, il faudra compenser cette période un peu de baisse hormonale par une intense activité. Et surtout que, bon, peut-être pas tout de suite, mais dans les 5-10 ans, elle est peut-être à la retraite, donc elle peut commencer à faire de l'activité de façon plus intense. Alors, il faut savoir aussi que chez la femme, il y a le phénomène d'ostéoporose. C'est-à-dire que, avec la baisse des hormones, il y a une captation moins importante de calcium au niveau des os. Ça fragilise les os. Et bien sûr qu'il y a un régime adapté pour l'âge, mais il y a aussi l'activité physique, parce que les muscles qui vont se contracter vont aider à ce que la calcification se fasse et qu'il y ait moins de décalcification osseuse.
Je voulais peut-être revenir, c'est sûr que les dames vont sûrement se demander ça. Oui. Quand, après l'accouchement, il y a plein de kilos qu'on récupère. Hein. Est-ce Oui, qu'il faut bien sûr. faire un régime ou plutôt une activité adaptée pour perdre ces kilos-là? Ou bien les deux. Ou les deux. Parce que c'est plein de kilos. Hein. Après, il faut retrouver sa ligne et c'est pas évident. Normalement, on perd naturellement ces kilos. Au bout de combien de temps? On les perd naturellement. Maintenant, Marcelin, on lui dit que non, il faut bien entretenir ta femme, elle a accouché, il ne faut pas qu'elle maigrisse. Bon, voilà, donc on est un peu dans ce schéma-là. Donc il faut qu'elle mange, il faut que quand on va venir visiter le bébé, qu'on trouve une maman épanouie, voilà, et puis qu'on regarde le mari, qu'on le félicite du regard. Donc voilà, on est un peu dans ce schéma. Mais normalement, on le perd. On le perd s'il n'y a pas trop d'exagération après l'accouchement de la maman. Parce qu'en fait, c'est pendant la grossesse que la maman a des goûts qui changent, enfin, des envies. À qui le dites-vous? Oui. Ah oui, vous en savez quelque chose. Vous avez Mais vu c'est ça normal, dans le c'est voisinage. 50-50, non? Oui. J'ai envie de manger la sauce qui sent chez le voisin. Oui. J'ai des envies bizarres. La loco à 2 h du matin. Ou bien le pain sucré en plein Paris. Alors, docteur, là, on est arrivé sur les hommes maintenant. Là, les hommes maintenant. Est-ce que, après, avant d'aller dans le 3e âge, les hommes, quand un homme, étudiant, ado... Troisième âge. Oui, je pense qu'il y a moins d'inquiétude aujourd'hui dans le sport par rapport aux hommes, sauf vers la fin. Parce que nos enfants nous bousculent. C'est la partie là qui fait pleurer la fin. Là. Nos enfants nous bousculent beaucoup. Ils nous bousculent beaucoup. Ils veulent faire du sport, des sports de combat, du sport... les enfants, ça demande de l'énergie. Ils ont besoin. Parfois, on ne les accompagne pas. Mais je pense qu'il faut demander aux parents vraiment d'accompagner les enfants pour qu'ils fassent leur sport. Tenir le rythme. Oui, non. En fait, le payer, par exemple, s'il faut payer, si on a les moyens de leur payer un espace, voilà, de faire des choses comme ça pour que les enfants puissent s'épanouir dans l'activité sportive. Et puis, bon, il y a un aspect du sport qu'on connaît maintenant avec tous nos champions. Donc, on sait aussi que le sport, ça peut faire du bien quelque part, n'est-ce pas? Au sens propre, comme au sens figuré. Voilà. Donc, ça, c'est pour les enfants. Aux enfants, il n'y a pas d'inquiétude. Les enfants sont naturellement portés, même dans nos cours, à courir. Vive les centres de formation. Voilà. Maintenant, après, les étudiants, moi j'étais étudiant, j'ai fait du sport pendant que j'étais à l'université, donc c'est pareil, on a cet élan un peu naturel de faire du sport, de fraterniser, de socialiser avec les autres, de partager des choses et tout ça. Voilà. À ce niveau, j'aurais quand même arrêté pour dire que, attention, le sport doit vous faire du bien. Pas le contraire. Et il le fait. De toute façon, quand on fait du sport, ça fait du bien. Mais on se connaît le 3e mi-temps. Ah. Bon, voilà. C'est-à-dire que quand on fait le sport, comme par hasard, il y a toujours un petit coin là, quand on a fini le sport. Ah bon? Oui. Qui fait ça? Improviser, un petit coin. Ah bon? Pourquoi ils font ça? C'est dur à quoi? C'est dur à quoi? Où on va, et là-bas, on risque de perdre tout le bienfait de ce qu'on a fait de l'autre côté. Je n'ose pas dire ce qu'il y a à la 3e mi-temps. Non, ce n'est pas le moment. Je pense qu'il y aura une autre émission parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Non, c'est pas bon, c'est déconseillé, hein, le 3e mi-temps. Oui, parce que beaucoup de gens font un programme. Je fais une parenthèse. Ils font un programme perdre du poids, par exemple. Ils font du sport. Mais comme ils n'ont pas intégré le régime qui va avec, quand ils font du sport, il y a une envie normale. Quand vous perdez de l'énergie, il y a un désir naturel de rattraper l'énergie perdue. Et donc, c'est dans ce rattrapage d'énergie perdue que quelqu'un, très rapidement, vous propose quelque chose. Et si vous n'avez pas été vigilant, ben vous allez prendre une bière, vous allez consommer tout ce que vous avez. Avec du bon foutu. Chili. Ah bon, non, moi, je n'étais pas jusque-là. Hein. Bon, mais comme elle nous propose, bon, voilà. Escargot. Vous avez vu, il y a du boulot à faire pour résister. La Zumba va pas suffire. Donc, exit le 3e mi-temps. On peut faire le 3e mi-temps avec que des fruits, par exemple? Voilà. Non, le 3e mi-temps, vous rentrez chez vous à la maison. Il faut savoir, quand vous faites du sport, vous devez avoir un régime adapté. Vous devez avoir une eau particulière. Jamais de sport sans régime. Non, un régime adapté, pas un régime restrictif. C'est-à-dire un régime organisé. C'est-à-dire, je m'organise, je dois manger des fruits, je dois boire de l'eau, je dois boire de l'eau minéralisée. J'ai mon eau. Donc, c'est ça que je... C'est pas dans un coin que je vais aller pour aller... Non, je rentre chez moi à la maison, je continue mon régime, ce que j'ai l'habitude de boire. Et boire beaucoup d'eau aussi, c'est important. Il faut boire beaucoup d'eau. Donc, l'ami du sportif, c'est l'eau.
Et je pourrais vous demander, alors quel est l'ennemi du sportif? La C'est le tabac. Ah, le tabac. C'est le tabac l'ennemi du sportif parce que pour faire du sport, il faut respirer, l'air passe dans les poumons. Voilà. Donc plus vous avez des capacités respiratoires, mieux vous pouvez faire du sport. Vous pouvez faire Mais si vous réduisez, vous endommagez les poumons pour une raison ou pour une autre, notamment avec le tabac, ça peut créer une... Dernière question, docteur. C'est bien beau tout ça, mais avant de faire du sport, il faut un examen de santé, il faut consulter son médecin. C'est vrai? Oui, peut-être pas seulement avant de faire du sport, mais oui, il faut consulter son médecin régulièrement. On serait pas mal que la salle d'attente soit remplie. Hein? Ça ne ferait pas du tout. Mais... Non, parce que moi, si je veux faire du body attack, oui, où il y a beaucoup de vibrations, tout ça, je ne suis pas habitué. Moi, je ferais du Krav C'est pas parce que Maga, je vois mon ami faire ça qu'on a les mêmes aptitudes. Donc, je veux dire, il y a des sports... Il faut être conscient de ses capacités. Conscient de ses limites aussi. En fait, derrière cette remarque, derrière cette consigne, se trouve qu'on ne peut pas se lever et faire bouger son corps à l'extrême, parfois, sans qu'on s'assure que le corps il fonctionne bien. Voilà. C'est-à-dire, si quelqu'un est suivi régulièrement, le jour où il va chez son médecin lui rédige son aptitude au sport. Mais souvent, on trouve des gens qui, pour multiples raisons, n'ont pas vu un médecin depuis les 5 dernières années et en regardant, par exemple, cette émission, se disent qu'ils vont aller faire du sport. Alors, en ce moment, il est quand même important d'aller vérifier si tout le système... Si les fondamentaux sont là. Voilà. Je pense que c'est très, 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 très important d'aller vérifier parce que le sport va bousculer tout votre organisme, en bien d'ailleurs, mais aussi s'il y a des problèmes, il peut faire surgir ces problèmes et ça peut faire que quelqu'un va se faire du bien et puis il y a un malaise pendant l'activité physique et tout ça. Justement, docteur, dernière question. Désolé la réalisation. Et le 3e âge maintenant, dans la retraite, quel genre de sport on fait? Alors, il faut considérer que dans le 3e âge, il n'y a plus de challenge pour le sport. Hein. On ne va plus faire des trucs très compliqués. Et puis, il faut savoir que là, il faut faire du maintien. Il faut faire de l'endurance, il faut faire du maintien. Donc, la marche, un peu de jogging si on a l'habitude. Et puis, des sports de convivialité, et tout ce qui a les boules et de sociabilité. En tout cas, il faut faire quelque chose. Et le golf aussi, qui fait bien. On marche sur des longues distances. Et puis, voilà. C'est bien. Merci beaucoup, docteur Moussengichi Nathan. Il est cardiologue. Monsieur sympathique à la ville comme sur le plateau avec qui on a échangé. On aura l'occasion de le retrouver encore pour d'autres thèmes. On salue tous les cardiologues et je sais qu'il y en a de qualité dans notre pays et en Afrique qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie et bonne heureuse année à la RTI et à l'équipe. Et que le cœur fonctionne toujours bien parce que c'est le moteur de la vie, au sens propre comme au sens figuré. Très bonne journée sur RTI 1, au cœur de vos envies.